Bienvenue à toutes et à tous. Patrick Lebert, auteur de 7 ouvrages dont nous allons parler, surtout du septième. Patrick Lebert, bonsoir, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Oui, bonsoir Joël. J'ai eu comme beaucoup peut-être un parcours au départ dans le domaine du monde de l'industrie. J'ai été ingénieur, physicien au CEA. Donc ça, c'était une première partie de ma vie où j'ai fait des recherches sur le piégeage d'énergie dans les isolants et le stockage d'énergie même dans l'eau, hein, de l'eau de nos cellules. J'ai fait un premier livre sur l'eau d'ailleurs. Puis petit à petit, évidemment, j'ai quitté cet univers puisque j'avais démontré les mécanismes de la douleur et la façon d'en sortir, pour m'attarder sur l'être humain qui souffre, qui a ses propres douleurs, et puis sur la manière dont on peut l'aider à en sortir. Et c'est ce qui m'a donné lieu d'aider à la fois des personnes en coma longue durée, ça, c'était le deuxième ouvrage, à la fois de regarder qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour une société, c'était le troisième ouvrage, Objectif Bien-être, hein, après le fil de la vie. À la fois regarder comment on pouvait amener les êtres à être spirituellement reliés. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, hein, quelqu'un qui est spirituellement relié. Et puis j'ai abordé aussi dans les ouvrages 5 et 6, la bonne nouvelle, j'ai abordé aussi nos anciennes traditions pour me rendre compte que quand on fait le travail de l'ethnologue et que l'on le rajoute ce travail-là au travail du théologien, au travail de l'historien et de l'archéologue, bon, on obtient finalement les véritables histoires qui ont conduit à la création de nos traditions, comme les traditions du livre par exemple, mais je ne balaye pas que celle-là. Et puis, ben, ça nous amène vers ce septième ouvrage qui est le récit d'une manière de cheminer dans la vie, une manière de cheminer que j'ai déroulée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, que je maintiens toujours, cette façon de cheminer aujourd'hui. Et il s'est passé tellement de choses que mes amis m'ont dit, bah, écoute, tu ferais bien de l'écrire, de témoigner. Et donc, c'est ce que je fais. Alors après, ce chemin qui s'est fait en 2004, donc 20 ans après, hein, donc après un cycle Terre dans l'astrologie chinoise, hein, donc de 20 ans, qui se termine l'année prochaine d'ailleurs, et bien après ce cycle Terre, ben, je suis venu témoigner de cette façon de cheminer qui m'a amené à être ce que j'appellerais un hospitalier chrétien. On pourrait formuler ça comme ça, sur le chemin de Saint-Jacques, le terme est approprié, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de coïncidences qui m'ont amené à aider des frères et des sœurs sur le chemin. Ok, donc l'eau, matrice de la vie, miroir de la conscience, c'était en quelle année? C'était en 2006. 2006, le second, le fil de la vie, issu de ta relation d'aide aux personnes en état de coma longue durée. C'était en 2007. Le Après, en troisième, 2009, ça a été Objectif Bien-être, ce oui. projet qui m'a amené jusqu'au législatif, puisque c'est un projet de civilisation que j'ai présenté même jusqu'au niveau national, hein, dans des commissions, plus de 8 commissions au niveau national à l'époque. Le quatrième, c'est Passeur d'âme. Alors, Euh, c'était quoi, passeur d'âme? eh ben, c'est une manière de décrire comment on peut amener très concrètement dans une initiation chaque être à aller toucher son âme et au-delà, hein, et au-delà de son âme, puisqu'il y a un au-delà vers lequel je conduis, sur lequel je demande à personne ici d'y croire, hein, bien sûr, puisque tout le monde n'a pas forcément cette conception, hein, donc. Hum, et ce parcours de passeur d'âme, c'est à cette époque-là, finalement, où je me suis mis sur les routes pour le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Et puis, bon, que l'ouvrage, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, intermédiaire, donc le 5 et le 6, c'est La Bonne Nouvelle, volume 1 et volume 2. C'est que tu as 900 pages, hein, quand même, 35 siècles. dans lequel il y a dans le tome 1, en fait, 11 traditions de la planète qui sont commentées et dans lesquelles tout un chacun peut retrouver comment elles ont été créées au départ. C'est la première fois, hein, au niveau mondial que ça a été fait de cette façon-là, avec des choses qui vont faire coller la théologie, l'archéologie et l'ethnologie. Trois choses en même temps. Et puis le volume 2, ce sont les récits des textes sacrés que j'ai commentés, puisque si tu veux, quand tu es dans un métier, exemple le métier de charpentier par exemple, puis que tu vois quelqu'un faire de la charpente, bah, tu dis voilà, on s'y prend comme ça, on peut même améliorer. C'est dans cet esprit-là que
j'ai repris depuis 2012 maintenant, et j'en suis depuis 2012, les écoles pythagoriciennes, telles qu'elles ont été créées il y a 25 siècles. J'ai repris la suite, en fait, hein, de ces écoles qui n'étaient plus existantes. Et ça fait bien plus de 10 ans maintenant que je poursuis voilà, cette école-là, Et le l'initiative. septième, donc Merlin, mais avec un U, sur le chemin de Compostelle. Merlin avec un U. Oui, Pour que ce soit le un. Et on parlera ensuite du huitième, qui sera sans doute un ouvrage sur le féminin sacré. C'est un peu oui, ce que tu es en train de mettre en place en ce moment. exact. Exact, parce qu'en fait, depuis toutes ces années, après avoir aidé par exemple plus de 2000 femmes depuis 22 ans, j'ai en fait des moyens très concrets à partir de toutes leurs blessures qui sont avec lesquelles chaque femme a vraiment du mal à pouvoir même en parler, hein, de ça. Eh bien, elles ont la possibilité de pouvoir s'en sortir très rapidement et retrouver leur épanouissement. Ça, c'est clé parce qu'aujourd'hui, les outils et les techniques qui existent ne permettent pas ce retour rapide à l'épanouissement, qu'il soit sexuel, hein, ou qu'il soit dans le couple, ou qu'il soit dans la vie en général, hein. Donc là, je viens apporter quelque chose. Il m'a fallu bien vérifier, attendre ces années, consolider tous ces cas, hein, quelque part, pour être sûr que je puisse répondre aux besoins de toutes les femmes, de toute tradition, de tous âges, dans leurs blessures intimes, hein, qui sont là, et de pouvoir les aider à en sortir. Donc ça, c'est l'ouvrage le huitième, oui, qui se prépare, et je lance un grand mouvement en ce moment. D'ailleurs, il a débuté avec la journée des femmes hier, le 8 mars. Il a débuté avec cette journée internationale du droit des femmes, parce que je voulais marquer le coup de lancer ce mouvement sur le féminin sacré à un moment précis. Le féminin sacré, tu l'as lancé le mouvement sur, comment on Alors, dit? sur le réseau LinkedIn, Ouais. c'est un groupe que j'ai lancé qui s'appelle Du féminin massacré au féminin sacré, puisque ça fait des années que je fais déjà des conférences sur le sujet. Il y a 25 massacres au féminin, 5 ou 5 âges de la vie, ça fait beaucoup. Il y en a 10 de plus que dans les années 1965, hein. Les gens ne sont pas forcément au courant, hein, qu'il y en a autant, et que, ben, il y a une manière de sortir de ces 25 massacres. Voilà. Une manière simple et rapide. Du On va comme, coup, on va quand voilà, même en parler. c'est l'objet finalement de ce mouvement que je lance sur LinkedIn. On va rester un peu là-dessus pour l'instant. 10 de plus qu'en 65. Ça Oui, veut dire quoi? ben, ça veut dire que les 10 qui ont été rajoutés, 10 sur 10 ont été rajoutés par la médecine. C'est-à-dire qu'on a une médecine qui est venue se mettre en loi contraire avec les lois de la nature, en fait. Par exemple sur l'accouchement, par exemple enfin, sur plein de domaines, enfin, qu'on pourrait lister, mais c'est peut-être pas l'objet ce soir, mais où finalement, depuis le 1er octobre 2013, l'accouchement à domicile, pour lequel il y a des besoins, pour lequel presque 20% des femmes auraient envie de mener cet accouchement chez elles, eh bien, c'est devenu interdit puisque l'assurance responsabilité civile pour une sage-femme est égale au coût annuel de son salaire. Donc, elles n'y vont pas, hein, sinon elles sont radiées de l'ordre des sages-femmes. Autrement dit, on a interdit d'une certaine façon, hein, euh, pour des raisons d'assurance, on a interdit finalement la façon de pouvoir accompagner les femmes à domicile si elles souhaitent accoucher, en étant guidées par des sages-femmes, bien sûr, Oui, non, accompagnées, en même pas temps, de façon sauvage. oui, en même temps qu'on ferme des maternités, donc c'est ridicule. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va parler donc Oui. de ce chemin de Compostelle. T'as pas été jusqu'au bout, hein. T'es parti de. C'était mon choix. C'était mon choix. J'avais prévu de ne faire que la partie française, en fait. Et je l'ai dépassé puisque je suis allé jusqu'à Pampelune. Donc, j'ai fait 850 km depuis le Puy-en-Velay sur le GR65, le Puy-en-Velay jusqu'à Pampelune en passant toutes ces étapes mythiques du chemin de Saint-Jacques. Et c'est vraiment un chemin magique. C'est ça que j'ai vraiment pu découvrir. Alors, voilà, donc il y a vraiment un état d'esprit de départ. C'est un peu un message que je voudrais passer aujourd'hui, un état d'esprit de départ peut-être à avoir pour celles et ceux qui ont envie d'aller sur ces sentiers-là.
Et puis après, bah, je peux témoigner de certains aspects de des événements qui me sont arrivés sur le chemin pour donner envie, pour que chacun euh, se dise, bah, tiens, ça serait peut-être l'occasion à un moment où notre humanité est en plein tournant, en ce moment où beaucoup d'êtres se demandent quel est le sens de la vie, quel est le sens de ce qu'ils vont faire plus tard. Moi, je sais que ça a été un saut, hein, puisqu'en 2004, j'ai quitté le CEA et j'ai choisi par ce chemin de Saint-Jacques de faire ma transition, de faire une rupture. Et c'est génial de pouvoir faire une rupture comme ça et d'être guidé sur le chemin, comme en l'occurrence, moi j'ai été guidé, donc c'est une invitation au voyage. Donc ça, c'était en 2004. Et si tu repartais en 2024, t'as Oui. pas du tout envie de le poursuivre ou de refaire le même chemin pour voir 20 ans après comment ça se passe. Si, je pourrais avoir l'envie de refaire, par exemple, le même chemin, après tout, pourquoi pas. La partie espagnole, il y a certains éléments qui font que bon, j'y suis pas forcément attiré, mais sur la partie française, où il y a une autre ambiance, un autre climat, et ben, je serais prêt à la refaire. Alors peut-être pas forcément sur le GR65, hein, peut-être sur une autre voie, parce qu'il y a plein d'autres voies possibles. Mais en tout cas, en gardant le même état d'esprit, ça c'est sûr, puisque c'est devenu cet état d'esprit une manière de fonctionner au quotidien. C'est ça qui compte. Donc l'important pour toi, c'est pas d'arriver, c'est d'être sur le chemin. C'est d'être sur le chemin et d'une certaine façon, pour pouvoir faire en sorte que ça soit un chemin de dépouillement. Au début, il y a un premier temps de dépouillement. Puis après, il y a vraiment une question de connexion intime, hein, personnelle. Après, chacun le fait à sa façon. De manière à voir arriver sur le chemin des hasards, des coïncidences et des synchronicités. Trois choses différentes qui sont là et qui émaillent ce chemin de façon magique et le rendent magique. Quelle différence tu fais entre une coïncidence et une synchronicité? Oui, une coïncidence, en fait, c'est relié à un souhait que tu aimais, c'est relié au futur, hein, un souhait que tu aimais, et en direction de la partie la plus élevée de toi-même, de ta conscience supérieure, suite à une intention personnelle, donc pour obtenir une réponse à une question posée. Et donc, tu es servi par une coïncidence à ce moment-là, parce que ça croise ta route. Par exemple, les, je donne un exemple peut-être pour que les gens comprennent. À un moment donné, je rencontre lors d'une soirée euh, quelqu'un qui était en lien avec l'activité de passeur d'âme. J'avais émis une coïncidence en disant, mais ça serait bien que lors de cette soirée, pour pas que je m'emmerde, en fait, je rencontre des gens qui soient un peu dans mon univers, et c'était un univers a priori au départ complètement étranger à ce que moi je pouvais vivre ou faire. Eh bien, j'ai rencontré à ce moment-là le frère de quelqu'un qui avait écrit un livre sur les passeurs d'âme. Alors, j'avais une réponse à ma synchronicité, à ma coïncidence, pardon, et puis la synchronicité, c'est que quelques semaines après, lorsque j'ai été invité pour une émission de télé euh, au théâtre, dans un théâtre parisien où il y avait plusieurs intervenants, eh bien, l'auteur était dans la salle. L'auteur de l'ouvrage était dans la salle. Donc là, l'univers, en synchronicité, en retour à une demande initiale, il t'envoie une synchronicité pour te montrer que c'est juste, quelque chose est juste dans la matière. Donc ça, la synchronicité est reliée au passé, quelque part, quand la coïncidence est reliée au futur, puisque tu émets un souhait comme ça. Et le hasard, lui, par contre, c'est un clin d'œil du destin qui est souvent planifié au départ, et planifié au départ dans notre plan de vol initial, quoi. Alors, Donc, trois choses reliées à trois espaces et trois temps différents, quoi, en fait, le présent, le passé et le futur. donc tu as mis combien de temps? 2 mois, je crois. Alors, j'ai mis 42 jours 2 jours. sur le chemin. Et j'avais 42 ans, 42 jours, c'est facile à retenir. Et donc, j'ai cheminé en prenant au total, hein, avec le transport, etc. Sinon, j'ai eu en temps sec 39 jours de chemin, quoi. Voilà, une quarantaine, 39, 40 jours de chemin. Donc 20 ans plus tard, ce serait intéressant de voir si tu as toujours le PEPS. Parce que bon, tu faisais pas beaucoup de kilomètres par jour, hein. Oui, c'est pas tant les kilomètres, effectivement, parce qu'en fait, j'ai été dans une attitude où je me laissais aller sur le chemin
et arrêter s'il le fallait. C'est-à-dire que je ne savais pas comment je finissais ma journée. C'est ça qui était intéressant. Quand je me retrouvais à aider, par exemple, des personnes sur le chemin en difficulté, eh bien, le plan de vol changeait tout de suite. Mm. Quand je passais pour aider une personne sur le chemin, comme un hospitalier chrétien peut le faire, hein, à repartir, pouvait me prendre 1 heure, 2 heures facilement sur le chemin. Donc, Alors, voilà. quels sont les, quelle est l'histoire la plus folle qui t'est arrivée sur ce Oh, chemin? j'ai eu, bah, il y en a plusieurs parce qu'en fait, j'ai eu au début du chemin des signes très forts sur la présence de mon grand-père décédé. Donc, il y a longtemps qu'il était décédé, mais à J5, par exemple, quand c'était la Sainte Marie, c'était au moment du 15 août, donc de l'Assomption. Marie, c'est aussi dans le patois provençal, c'est Mireille, hein, c'est le prénom de ma maman. Et donc, j'ai rencontré des marcheurs-chanteurs de Normandie qui m'ont interpellé à un endroit pour chanter. Chanter à table, chanter le soir, etc. Et ils m'ont invité en me disant, mais ça serait bien que vous puissiez vous arrêter à Conques, qui est sur le chemin, pour aller dans cette église parce qu'il y a des orgues magnifiques. Et au départ, moi, je n'avais pas spécialement prévu de m'arrêter à Conques. Sauf que ça a fait tilt dans ma tête. Mon grand-père était facteur d'orgue. C'était un des derniers, il n'y en avait que 4 en France, hein, facteurs d'orgue. Et sa dernière œuvre dans sa vie de facteur d'orgue, ça a été de réparer les orgues de Conques. Alors du coup, ça m'a interpellé tout de suite dans ce jour particulier lié à ma maman, puisque c'est mon grand-père maternel, hein, dont je parle. Donc ça, c'était à J5. Le lendemain, à J6, alors que je n'avais pas prévu de m'arrêter devant une église, il y a des dominicains qui marchaient, qui m'ont invité à venir pour l'office. Et ils m'ont dit, ah, mais ça serait bien, nous, on va marcher comme ça jusqu'à Conques, on va prendre la relève des prémontrés qui sont à Conques, puisqu'ils doivent élire un nouveau père abbé. Et ce serait bien vous puissiez visiter Conques parce qu'il y a des orgues qui sont magnifiques, etc., etc. Il en remet une couche, quoi. Alors là, à nouveau, il me voit sourire. Enfin, je dis à nouveau parce que c'était ce qui s'était passé la veille, mais il n'était pas là. Et ben, je lui évoque mon grand-père. Ça, c'était J6. À J8, je re-rencontre les marcheurs-chanteurs de Normandie qui allaient faire un concert en finale jusqu'à Conques, hein. Et puis, il s'arrête et il me parle on était à Aubrac, il me parle tout en dégustant d'ailleurs une superbe tarte à la myrtille, je m'en souviens encore, et il me parle de l'organiste de Conques. Et il y avait là quelqu'un qui arrivait, du village, qui connaissait l'organiste et qui me donne ses coordonnées téléphoniques. Et je me retrouve à appeler l'organiste avant qu'il parte, finalement, pour cette élection qui se passait dans le nord de la France, hein, donc chez les Prémontrés. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il avait encore les factures, alors que c'était en 2004, c'était après la grande sécheresse, hein, de 2003. Et il y avait encore tout sur les orgues de Conques, les dernières factures des travaux faits par mon grand-père, quasiment sous les yeux, parce qu'il n'y avait pas eu de travaux faits depuis. Et puis ben là, avait été amoché par la grande sécheresse, cet orgue. Donc c'était étonnant, encore une fois. J5, J6, J8, J10, je m'arrête dans un petit village et puis la coïncidence fait que je rentre dans une église. Et dans cette église se jouait une répétition d'un concert qui allait se dérouler à Conques, un concert orgue et violon. Alors je m'assois et comme moi, je n'avais pas de quoi noter, puis je notais tout sur un digi numérique que j'avais dans ma poche, très léger et tout, hein, donc quelques grammes là. Et premier morceau qui joue, c'était la musique de l'homélie de mon grand-père, c'est-à-dire au moment où il est décédé, c'était Jésus que ma joie demeure. Donc là c'est scotchant parce que tu arrives pile au moment où il joue le morceau préféré de ton grand-père en révisant un concert pour conque. Je ne sais pas si Tu tu as vois? vu, mais il y a un petit papillon de nuit qui est passé juste à ce moment-là. Oui, et oui, Petit papillon de nuit. exactement. Oui, oui. Donc, Ben, on fait un les coucou à ton papillons, grand-père. j'en ai parlé beaucoup Ouais, dans l'ouvrage Le fil de la vie. Justement, c'est un rapport avec les êtres décédés. ouais, Et, le petit c'est aussi dans les signes qui comptent, hein, évidemment. Et puis le J12 et J13, je me suis retrouvé à Conques avec la visite des orgues, une visite privée,
un concert spécial avec une dédicace pour mon grand-père. Enfin bref, alors qu'au départ, je n'avais pas prévu d'arriver à Conques, spécialement ou de m'y arrêter. Hein, c'était pas... et donc, il y a eu plein d'événements comme ça. Ça, c'était le premier événement fort de signe de la présence d'êtres qui nous guident intérieurement. Et en particulier là, de mon grand-père décédé longtemps avant. Hein, longtemps avant. Et puis, deuxième type d'événement fort, ben, il y a ces moments où tu es arrêté sur le chemin et on vient chercher ton côté hospitalier chrétien. Où là, les pèlerins qui sont en difficulté te demandent de l'aide. Alors c'est pas écrit au-dessus, passeur d'âme, hein, mais en fait, ce qu'ils te demandent, c'est un petit peu ça. Donc, j'ai eu comme ça une douzaine sur le chemin de moments comme ça particuliers où j'ai aidé en tant qu'hospitalier chrétien des pèlerins en difficulté sur le chemin. Et ça, c'est vraiment magique. Parce que bon, ben, la première d'entre elles, par exemple, elle ne pouvait plus marcher, son genou était bloqué, etc. J'avais une huile de massage dans le sac, je pensais m'en servir pour moi, je m'en suis servi pour elle. Je lui ai tenu la jambe, hein, puisque c'était là qui était la difficulté, et hop, elle est partie dans son intériorité et elle a pu se libérer et après elle gambadait comme un lapin. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi que finalement le chemin vient te chercher, le chemin de la vie, parce que la vie est comme ça aussi, elle vient te chercher euh, pour que tu puisses aider les uns et les autres, quoi. Donc j'en ai eu beaucoup. Et puis celle-là, justement, il se trouve que je l'ai croisée à plusieurs reprises parce que je ne faisais pas le choix d'être avec quelqu'un ou de cheminer avec quelqu'un, ça c'était important. Ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'initier un peu plus au fur et à mesure du chemin à deux autres moments que ce moment de sauvetage dont je viens de parler. Et là, ça a été magique, vraiment très fort. À un moment où elle prenait conscience de problématiques dans sa vie, hein, donc elle s'appelle Élodie, hein, j'en parle dans l'ouvrage, elle prenait conscience de problématiques dans sa vie, elle me demandait un témoignage. Alors, sur le chemin, ben, il se passe beaucoup de choses, hein. On est servi par les coïncidences et moi je lui servais un témoignage. Je lui ai servi un témoignage de problématiques sur les problématiques de couple, de sexualité, avec des moines bouddhistes tibétains qui étaient venus chez nous à la maison à une certaine époque, des moines chanteurs de Gyuto. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ben, les moines, il y en avait la moitié qui étaient partis avec des Françaises et qui s'étaient défroqués. Donc, c'était un événement fort qui avait marqué la tournée de ces moines. Et je lui signalais, en fait, en gros, d'une certaine façon, hein, à cette femme, que la problématique de la sexualité, c'est pas toujours facile à gérer, même pour des moines. Elle me dit, mais je voudrais un signe. Ben, je dis, mais sur le chemin, des signes, il y en a tout le temps. Mais là, je te livre un témoignage, ça ne demande pas spécialement avoir un signe. Et on était donc euh, on avait passé donc Saint-Comdalt, on devait, voilà, on arrivait toujours sur ce chemin, on était dans le Lot. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, sur ce chemin, il y a parfois des pèlerins qui font le chemin en sens inverse, qui vont donc de Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller vers chez donc, eux, pour rentrer chez eux. vers le Puy-en-Velay, quoi, faire le chemin dans l'autre sens. C'est assez rare, mais il y en a qui font parfois ce chemin-là. Le chemin n'est pas très large. Et puis à l'époque où j'avais accueilli les moines bouddhistes tibétains, on avait rencontré, donc c'était quelques années avant, hein, on avait rencontré un rinpoché tibétain qui était venu prendre le thé avec ses moines donc, qui étaient chez nous. Et tout le monde était là, chez des amis à nous qui étaient en région Touraine à l'époque. Bon, et puis bah, ces amis, moi j'avais plus de nouvelles d'eux. Et bien là, au moment où elle émet ce signe-là, les amis étaient sur le chemin, ils arrivaient en face. J'avais plus de nouvelles d'eux. Ça faisait 3, 4 ans facile que j'avais plus de nouvelles d'eux. Elle voulait un signe et ils arrivaient devant. C'était assez impressionnant, je crois. Je dois reconnaître que ça, c'était fort. Donc c'est ça. Et puis, autre signe fort sur le chemin, des aspects, j'ai parlé de guidance, j'ai parlé de rencontres comme ça. Puis je parle aussi de tout ce qui peut être lié à nos histoires passées. Ces chemins, ce sont des chemins que parfois nos âmes ont parcourus dans le passé. Et je demande à personne d'y croire, mais moi, avant de partir, il y avait un ami assez branché qui m'avait dit, bah, écoute, tu vas voir ce chemin,
tu vas faire une rencontre karmique. Oui, bon, ben, le karma, enfin bon, je le guide en expansion de conscience depuis des années pour les amis qui ont parfois besoin d'aller retrouver des mémoires passées. Je me suis dit, bon, ça, c'est le boulot. Je vais pas, j'ai pas tenu compte plus que ça de sa remarque, on va dire, au départ. Sauf qu'à un moment donné, je me retrouve à La Morag après avoir passé la collégiale de la Romieux dans le Gers. Et puis, bah, je fais la rencontre de quelqu'un en visitant cette collégiale que je n'avais pas prévu de visiter au départ. Dans ce lieu qui est un lieu templier, je fais la rencontre de quelqu'un où je sens une énergie, mais templière, du passé, très très forte, etc., en rapport avec ce que mon âme avait pu vivre avant. Bon, je garde ça pour moi, hein, évidemment, c'est personnel. Sauf que bah, les choses ont fait que petit à petit, cet homme s'est ouvert à ce moment-là, qui était lui directeur de son entreprise, hein, chef d'entreprise à la retraite, qui cheminait sur son chemin de Saint-Jacques. Et ben, les choses se sont faites de telle sorte que il m'a dit à un moment donné, mais j'ai l'impression que nous, on se connaît déjà, c'est d'une vie passée. Quand il avait marché au bout d'un moment, je pense que c'est Templier. Parce qu'en fait, nos regards, quand ils s'étaient croisés, c'était toi, je te connais, mais je t'aime pas, hein. Pourtant, les pèlerins, quand ils ont un sac à dos sur le chemin, on est plutôt en bienveillance avec eux. Mais là, c'était fulgurant. C'était vraiment un regard comme ça à la sortie de la collégiale de la Romieux. C'était toi, ça passe pas. Et puis avant de retrouver qu'effectivement, ben, il avait été à un moment donné dans ce qu'il a retrouvé lui-même après Ars-sur-Adour, quand il m'a demandé de faire une expansion de conscience, il a retrouvé qu'il était finalement un de ceux qui avait mis le feu au bûcher des Templiers en place de Grève à Paris, quoi, à l'île aux Juifs, quoi, sur l'île de la Cité. Mais Bon, toi, il retrouvait ces éléments-là, et moi, évidemment, en miroir, ben, j'étais dans l'autre camp, gentiment en train de brûler. ouais, ben, c'est pas évident. Et la pire des choses qui ait pu t'arriver. La pire des choses qui m'est arrivée sur le chemin, bon, j'ai pas eu vraiment de choses pires. J'évoque l'épisode où j'ai été piqué par des aoutas, où moi, en fait, bon, je suis assez sensible avec ces petites bestioles-là. Je me suis à un moment donné arrêté sous un arbre où il y avait des chevaux qui étaient passés. Et effectivement, ben, j'étais couvert de boutons et ça a un peu remis en question. À un moment donné, je me suis dit, mais j'avais tellement de boutons que je me suis dit, mais est-ce que je vais pas m'arrêter? Est-ce que ça va pas me contraindre à m'arrêter? Bon, il n'y a eu que ça, hein. Tout le reste, c'était magique tout le long, y compris en arrivant au pied des Pyrénées, quand je suis arrivé pour franchir à Saint-Jean-de-Pied-de-Port pour aller sur Roncevaux, l'étape mythique qui amène à Roncevaux. Le matin, quand je pars, hop, je me retrouve au milieu de personnes connues. Je me dis, tiens, comment ça se fait? Pascal Légitimus, Muriel Robin, euh, Colline Serrault, le matin en partant pour faire la montée à Roncevaux, là, tout ça au milieu de la rue, toi tu passes avec ton sac à dos. Et donc je l'ai dit plus tard à Colline, que je connais depuis, que j'ai rencontré par ailleurs, et ça l'a beaucoup fait rire. Donc au moment où elle tournait son film Saint-Jacques-la-Mecque, ben, je me retrouve au milieu du tournage à passer avec mon sac à dos. C'était Ils encore une anecdote sympathique, ouais, à n'étaient pas dire. en train de faire le chemin, ils faisaient juste un film. Oui, il faisait un film, mais traitant du chemin. C'est-à-dire, Saint-Jacques-la-Mecque, c'est un film justement C'est un qui film traite comique. du chemin de Saint-Jacques. C'est un film comique. C'est un film comique, oui, 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 c'est un film comique. oui, Ouais. je l'ai vu, c'est un film comique. Il n'y a rien de spirituel. Alors, les messages spirituels sont parfois cachés. Bon, il faut les chercher. Chez Colline, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est un peu comme la Belle Verte. Exactement. Enfin, c'est un film drôle, hein, ça, on passe un bon moment. Oui, oui, Alors, oui. Merlin, sur le chemin de Compostelle, aux éditions Juste Fiction Édition, c'est quoi ces éditions? Ben, en fait, c'est les éditions intereuropéennes qui m'ont déjà accueilli pour mon ouvrage précédent, La Bonne Nouvelle, qui ont une maison d'édition spécialisée dans les récits comme ça, authentiques, des témoignages, en l'occurrence, voilà, un récit de pèlerinage. Tu as des maisons d'édition qui sont spécialisées dans certains domaines.
Ce qui fait que c'est la même maison mère que celle qui m'a aidé à faire l'ouvrage La Bonne Nouvelle, volume 1 et volume 2, qui est aux éditions Croix du Salut. Et là, encore une fois, ces éditions Croix du Salut, c'est aussi une sous-maison d'édition spécialisée dans les messages qui touchent le religieux et le spirituel, hein, ce qui est le cas, puisque je retraduis ce qui s'est passé à l'origine de la création des traditions du livre, hein, le début de la tradition hébraïque, école pythagoricienne, début des traditions chrétiennes, comment ça s'est passé, qui était là, et quel est le récit le plus juste de ce qui s'est passé à cette époque-là. Récit dont on a besoin aujourd'hui, puisqu'en fait notre société, vous le savez, elle était en plein changement euh, et, euh, finalement nos bases religieuses sont remises en question. Nos bases, toutes les bases religieuses, hein, autant les judaïques, on va dire, que les chrétiennes ou que les musulmanes. C'est quel est le travail qui est fait là pour aller à l'origine, retrouver l'origine de ce qui est commun dans toutes ces traditions. On a cherché pendant longtemps à rassembler dans un grand œcuménisme des traditions qui sont très différentes. Il y a une autre manière de fonctionner qui est celle qu'avait suggérée à l'époque le pape François avant qu'il soit pape, hein, c'est-à-dire quand il était Giorgio Mario Bergoglio en tant que, en, en tant que cardinal, là, et qui était la tradition, qui était en fait une stratégie du naufrage, c'est-à-dire revenir sur des bases solides de ces traditions, qu'est-ce qui s'est passé réellement, etc., rectifier en fait que ce soit les traditions chrétiennes, hébraïques, musulmanes et ainsi de suite, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas un socle commun. Et c'est l'objet de l'ouvrage. Et il y a un socle commun. C'est la bonne nouvelle. Ok, toi, tu te rends compte aussi un soir où vous êtes à table, où ça chante, que finalement tu te mets à chanter en basque. Oui, et oui, parce qu'en fait, il s'est passé des choses très particulières dans la connexion au chant. C'est que je me mettais à ressentir, on était dans une ferme auberge, et le monsieur qui accueillait avait un grand cœur. Comme souvent les Basques, ils ont vraiment un grand cœur. Et du coup, il traduit qu'est-ce qu'il y a d'important finalement pour un Basque. Donc, il dit le béret. Alors moi, il se trouve que j'en avais un, donc il pointe mon béret. Bon, très bien. Ensuite, qui était un béret basque, hein, du reste. Ensuite, il parle de la maquila, qui est donc ce fourreau épais spécifique des Basques, qu'il avait, hein, bien sûr, et qu'il montre. Et puis ensuite, il parle des chants basques. Et puis c'était tellement authentique que moi, je me suis levé, comme ça, spontanément. J'ai mis ma main sur son cœur. Oh, c'est un gaillard, hein, sur son cœur. Et puis, hop, immédiatement, boum, je démarre un chant en basque pour les tablés. Là, il y avait, je sais pas, facilement 20 personnes de plus de différents pays en plus. Il y avait des Espagnols, des Italiens, etc. Et puis, on a fait une soirée chant. Ça a démarré comme ça. Il y avait des Bretonnes qui savaient que Le Berre, pour moi, c'est un nom d'origine bretonne, me croyaient bretonne, m'entendre chanter en basque. Après, elles sont venues me voir. C'est les personnes qui étaient basques pour me dire, mais tu chantes un chant autonomiste récent? Je l'ignorais même, Donc c'est un chant que tu avais appris quand? que je n'avais pas appris. Ah, il est arrivé comme ça. C'est exactement le même phénomène qui s'est passé lorsque je me suis retrouvé avec les marcheurs-chanteurs de Normandie à chanter avec eux alors que je ne sais pas lire une partition, etc. Ils m'ont dit, viens au milieu de nous et viens chanter. Alors je me suis mis un petit peu du côté de ceux qui étaient ténors parce que j'ai une voix de ténor. Voilà. Et puis je me suis mis donc à chanter et à suivre des paroles de chants que je ne connaissais pas, hein. Sauf que vers la sortie, après, comme moi j'étais derrière, hein, en retrait, bon, bah, tout le monde sort et après, hop, ils font demi-tour. Donc, les derniers sont les premiers. Et là, je me retrouve à chanter sur un texte que je ne connaissais pas. Pareil. Oui, What? mais tu chantes, je veux dire, tu dois chanter dans les églises ou non, Non. jamais. Ah non, 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 je ne chante pas dans les églises. Même au départ, mes amis le savent, je n'avais pas prévu spécialement d'aller dans les églises. C'est les églises qui se sont rappelées à moi pour me dire, vas-y, rentre et regarde ce qu'il y a là, c'est pour toi. Non, le chemin est de telle façon fait que les coïncidences traversent ta route, quoi. Les synchronicités, les hasards, les coïncidences, ces trois aspects-là, ça traverse ta route, mais puissamment.
C'est un magnifique chemin et je tiens à le dire aussi pour les femmes, c'est un chemin qui est sûr parce qu'il est bien balisé et quand des femmes peuvent se dire ben, est-ce que je suis en sécurité ou pas sur ce chemin, moi je dois reconnaître que pour la partie française, hein, en tout cas je peux parler que de celle-là, j'ai trouvé ça remarquable et les femmes avaient cette sensation de sécurité sur le chemin. C'est pas toujours évident, hein, bien sûr. Tu rencontrais combien de personnes par jour Alors là, je n'ai sur le pas, chemin? j'ai pas fait de moyenne, puisqu'en fait, ça m'arrivait de parfois m'occuper seulement, ben, ça dépendait des zones. Il y avait des zones où il y avait des chemins où on passait, où il n'y avait pas grand monde, ou des endroits où je m'arrêtais, où il n'y avait pas grand monde. Et puis, il y en avait d'autres où c'était vraiment l'autoroute, où là, tu avais des tablés de 20 ou de 30, donc c'est très, très variable. Et puis, quand je me retrouvais à aider des personnes, ça me décalait dans mon chemin parce que bah, je me retrouvais à aider ces personnes sur le chemin. Hmm. Donc c'est très variable ça. C'est la vie qui le déterminait. Donc, on te retrouve. Tu as un site internet. Alors j'ai un site internet, oui, qui est donc www.patricklebert.fr, tout collé, hein, ou qui est Pythagora Philosophie. Donc ça, c'est un site dans lequel on va retrouver mes ouvrages, dans lequel on peut me contacter, dans lequel on va retrouver, je dirais, un petit peu la somme de toute l'aventure menée après 35 ans de recherche et puis plus de 22 ans d'accompagnement. Donc ça, c'est cette base-là. Et puis ben là, plus spécifiquement après, j'ai donc une société dans laquelle j'aide maintenant beaucoup sur des thèmes comme celui du féminin sacré, comme je viens de parler là, à partir d'une base où les femmes sont abîmées, même très abîmées, et encore plus depuis la période Covid. On le voit avec les effets sur les lunes, hein, qui sont dramatiques, les effets sur l'accouchement où même les modes d'accouchement ont changé, et puis les effets de ces injections ARN messager. Et les effets sur les cycles. Les effets sur les cycles sont importants, bien sûr, Hmm. en particulier pour celles qui ont eu les injections, quoi. Oui, on s'en doutait. Donc ça, on te retrouve où pour ça? Alors, bah, j'ai dit sur mon site, et vous avez à ce moment-là, pour celles et ceux qui ont envie, ils peuvent m'envoyer des messages, et puis sinon, vous avez le réseau LinkedIn, où vous tapez Patrick Lebert, et donc c'est à la fois aussi bien ma société Pythagora Homme que Pythagora Philosophie, qui est un peu la vitrine du côté ouvrage, et puis dans ce que je fais et ce que j'ai publié en fait. Voilà. Ok, le Ber, ça s'écrit en deux mots. Le, Oui, c'est breton. Ça veut dire petit homme en breton. d'accord. Et en basque, Lebert est basque. ça veut dire la même chose. Voilà. Il y a quelque chose pour terminer l'émission. Je suis désolée d'avoir cette voix-là. Ça fait un moment que je suis pas en forme. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer l'émission? Ben, en fait, il y a pour moi comme une invitation à ce que les amis aillent sur ce type de chemin pour qu'ils en fassent un chemin de la vie. Alors après, moi, je maintiens que ce chemin, c'est bien si vous arrivez à le faire seul, parce que c'est pas pareil si vous le faites en couple, couple d'amis ou couple dans la vie. C'est pas pareil si vous le faites avec un groupe. Ça n'a pas la même valeur ou la même portée, hein, puisque vous voyez que quand moi je m'arrêtais à certains moments, à certains endroits, bah, d'autres ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient dans des groupes, ils ne pouvaient pas s'arrêter à ce moment-là. Donc c'est vraiment spécifique. Et puis bah, je souhaite que ce chemin d'hospitalier chrétien, parce que j'ai comme d'une certaine façon restauré cette fonction d'hospitalier chrétien avec la manière avec laquelle je manifeste ce souffle de l'Esprit Saint pour aider les amis à se dépouiller de leur manteau et de leur carapace sur le chemin, d'une manière très simple, hein, où juste besoin d'être à main nue et de poser ses mains sur l'ami en difficulté. Et là, un véritable accouchement, hein, d'une certaine façon, se produit. Donc, c'est une suggestion pour que les amis aient envie de cheminer cette façon simple, parce que c'est finalement très simple. La vie est très simple. Et une invitation, si vous le voulez, à ce que vous puissiez lire l'ouvrage donc Merlin sur le chemin de Compostelle pour découvrir justement ce Merlin, comment il émerge dans le récit euh, et quelle est sa signification profonde. Je te remercie, Patrick Lebert.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Joël, puisque très fidèlement, à chaque fois que je sors un ouvrage, tu es là. Donc, merci de me suivre comme ça dans ces pérégrinations de la vie. Et, euh, et puis, et puis donc, au plaisir pour les amis qui veulent me suivre, hein, donc de me rejoindre aussi bien sur mon site internet. Je vais animer aussi, bien sûr, une chaîne YouTube reliée à ces histoires sur le féminin sacré parce que ça prend de telles proportions aujourd'hui qu'il convient d'agir pour aider toutes ces femmes. Je forme maintenant des élèves aussi pour ça, donc ça va aller dans ce sens. Merci beaucoup. Des Allez, bisous. ben merci, puis à bientôt pour ton envoi, et comme ça, je vais pouvoir faire diffuser aussi tout ça Ouais, dans mes réseaux dès ouais, que j'ai ton message. je m'en occupe. Allez, je raccroche, Ouais, attention. Je vais te je faire la t'embrasse. réunion pour tous, quitter la réunion. Bisous. Ouais, bisous.